Bonjour à tous, je suis très touché d'être ici avec vous aujourd'hui. Lorsque Mohamed m'a appelé pour me proposer de me joindre à vous, je suis venu avec comme objectif plutôt d'apprendre de vous que de donner des leçons. Et c'est ce que j'attends le plus de cette matinée. Donc j'espère qu'on aura le temps d'échanger et pour moi de découvrir ce qui se passe. Oui, merci. Ce qui se passe ici, parce que je ressens une énergie extraordinaire. Je suis venu assez régulièrement au Maroc pour différentes raisons professionnelles. Et quand on sort de l'aéroport ici, on sent une énergie fantastique autour du sujet du numérique. Et je me suis souvent dit que ce serait bien que certains politiques français viennent découvrir cette énergie. Ça ferait du bien à beaucoup. Mais je ne suis pas venu ici pour faire de la politique, mais pour vous parler du sujet de la blockchain, même si la blockchain peut en effet avoir peut-être des impacts politiques dans certains pays demain. Un mot, une seconde concernant You. Donc moi, je dirige une société de conseil qui accompagne des très grandes organisations sur leurs sujets liés à la transformation numérique. Et je crois qu'il faut arrêter d'opposer les sujets du numérique et les sujets humains. Je crois que, vous savez, on parle de réalité augmentée, d'hommes augmentés dans certains domaines. Et notre ambition chez You est de créer du consulting augmenté, c'est-à-dire faire en sorte que l'intelligence artificielle, le deep learning, l'ensemble des solutions technologiques d'aujourd'hui permettent à nos consultants comme Mohamed, qui est dans mes équipes, et néanmoins le régional de l'étape, puissent être des consultants encore meilleurs grâce aux technologies. On travaille sur plein de sujets, mais je vais passer très rapidement parce qu'il faut qu'on aille vite. Et ça n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je voulais aborder avec vous le sujet, aussi incroyable que ça puisse paraître, de la blockchain. Qui se sent expert de la blockchain dans la salle, ici, ce matin? J'en ai un sur ma droite, qui a la sensation d'avoir déjà bien compris les enjeux de cette technologie. Quelques-uns. Et donc, je vais essayer de repartir des bases du sujet de la technologie blockchain pour les expliquer, non pas comme un informaticien, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails techniques, mais sur les enjeux économiques ou sociétaux qu'implique la blockchain. Vous savez sans doute que la blockchain, c'est donc le protocole qui est sous-jacent, qui est sous le Bitcoin. Ça a été inventé pour échanger des crypto-monnaies, de la monnaie de façon numérique. Et s'il n'y avait qu'un seul objectif à l'origine, vous savez, dans le monde de la finance, quand on échange un dirham ou un euro entre deux personnes, il y a une chose qui compte, c'est de s'assurer que quand je vous ai donné cet euro, moi je ne l'ai plus, et quand je vous ai donné cet euro, ça n'est pas un tiers qui l'a récupéré. Pour la première fois de l'histoire des technologies, la blockchain a permis de passer du principe de base du transfert de fichiers informatiques, qui est celui de la réplication de fichiers, à celle du transfert du fichier en s'assurant que l'émetteur du fichier n'a plus ce fichier. Et ça a ouvert la porte à énormément de choses. À l'origine, l'échange de crypto-monnaies, et on va voir derrière plein d'autres choses, puisque finalement, quand on crée un petit fichier informatique qui a une valeur de monnaie, et bien ce petit fichier informatique, il peut avoir... plutôt que de longs discours, je vais vous présenter un petit dessin pour essayer d'expliquer simplement comment fonctionne la blockchain. Donc vous voyez qu'il s'agisse d'argent, de contrat ou de propriété, le sujet est le même. Lorsque deux personnes s'accordent sur une transaction, dès ce moment-là, grâce à la technologie blockchain, qu'est-ce qui va se passer? Leur transaction, elle va d'abord être chiffrée. En français, on dit chiffrée, on paraît qu'on ne dit pas encryptée. Elle est chiffrée, c'est-à-dire avec une clé de chiffrage qui est reconnue comme étant le state of the art au niveau international aujourd'hui. Donc cette transaction est rendue illisible pour quelqu'un qui n'a pas la clé de déchiffrement. Ensuite, cette transaction est inscrite dans le dernier bloc d'une chaîne, et d'où le nom blockchain, que j'ai représenté par cette petite pile de Lego ici. Il y a plusieurs blockchains, dans la plus connue d'entre elles, qui est la blockchain du Bitcoin. Chaque bloc est scellé toutes les 10 minutes.
Et au bout de 10 minutes, on commence à ouvrir un nouveau bloc. Alors, je ne sais pas si vous jouiez au Lego quand vous étiez enfant, mais moi, j'ai le souvenir que quand j'essayais d'enlever le bloc du milieu d'une pile de Lego, eh bien, j'y arrivais jamais, c'est impossible. L'analogie peut être la même dans cette histoire de la blockchain. Une fois qu'un bloc est scellé, il est impossible de le modifier ou de le transformer. Et enfin, troisième étape, ce dernier bloc, il est répliqué sur l'ensemble des nœuds du réseau. Donc je vous expliquais au départ que c'est une technologie de pair à pair, il n'y a plus de serveur central. Chaque nœud du réseau réplique l'intégralité de la blockchain et toutes les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin, le dernier bloc se met à jour. J'ai le souvenir en France au moment de l'apparition de Wikileaks que le ministre français en charge des technologies de l'information à ce moment-là avait souhaité voir Wikileaks disparaître. Dans les minutes qui ont suivi, les documents avaient été répliqués sur des centaines et des milliers de serveurs partout dans le monde. Et à ce moment-là, il n'était évidemment plus possible du tout de modifier ou de faire disparaître les contenus de Wikileaks puisqu'ils étaient répliqués partout. Donc si on ajoute ces trois dimensions, la première dimension qui est le chiffrage de la plus haute sécurité qui existe aujourd'hui dans le monde, plus le fait que ces blocs soient scellés toutes les 10 minutes. Et enfin, que les contenus soient répliqués. Donc sur la blockchain Bitcoin, environ 5000 centres serveurs dans le monde. Eh bien, ça fait que la blockchain est aujourd'hui tout simplement l'infrastructure technologique la plus sûre que l'être humain n'ait jamais créée depuis que l'être humain existe. La preuve étant que depuis donc 2008 et la création de la blockchain, elle n'a jamais été mise en défaut. Il y a eu des soucis qui sont apparus, et peut-être qu'il y aura l'occasion d'en parler via d'autres intervenants ce matin. Absolument pas sur la couche basse de l'infrastructure, mais sur du code qui avait été développé par certains et qui avait été mal développé avec des bugs, comme il arrive souvent. Donc voilà les éléments essentiels de cette technologie blockchain. Alors c'est assez abstrait, ça parle peut-être pas à tout le monde, et j'ai choisi quelques exemples et illustrations volontairement dans un monde différent de celui de la finance. On a beaucoup parlé à l'origine de la blockchain dans le monde de la finance, et pourtant, ces domaines d'application sont extrêmement variés. Et donc, j'imagine qu'un certain nombre d'intervenants parleront des sujets finance, et j'ai choisi d'en aborder d'autres. Le premier que j'ai choisi d'aborder, c'est... vous connaissez les sites de vente d'objets d'occasion. En France, le plus connu s'appelle Le Bon Coin, mais c'est une entreprise internationale qui est derrière. Et finalement, aujourd'hui, on peut faire exactement la même chose que Le Bon Coin, sans Le Bon Coin. Ça s'appelle Open Bazaar. Et qu'est-ce qui se passe? Je crée un compte en tant qu'utilisateur sur mon ordinateur, après avoir téléchargé l'applicatif lié à la blockchain qui s'appelle Open Bazaar. Le deuxième acteur crée son compte de la même façon sur son propre ordinateur. Je me souviens, quand j'étais jeune, on écoutait de la musique de pair à pair, sans passer par des serveurs centraux. C'est exactement le même sujet. Dès le moment où les deux personnes ont créé leur compte, ils vont pouvoir s'assurer du fait qu'ils peuvent se parler grâce à des systèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, de clés publiques. Et puis, une fois qu'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils étaient de confiance, eh bien, grâce à une clé privée, ils vont pouvoir échanger des contenus. Et donc ici, vous voyez, j'ai choisi d'échanger la propriété de ma moto contre des bitcoins de façon totalement décentralisée, automatisée et sécurisée, avec un bémol dont je vous parlerai tout à l'heure, mais qui est un sujet important pour les grandes organisations. Ils ont proposé une expérience pour l'utilisateur absolument extraordinaire. C'est-à-dire que écouter de la musique numérique aujourd'hui est infiniment plus facile, infiniment plus fluide que écouter de la musique hier ou avant-hier. Moi, je me souviens de mon premier baladeur numérique quand il fallait organiser ses dossiers, c'était un cauchemar. L'expérience des acteurs d'aujourd'hui du numérique est d'une fluidité totale. Réserver une chambre d'hôtel sur booking.com est d'une simplicité totale. Un jour, je discutais avec le fondateur d'Autolib à Paris qui m'a dit « Mon métier, c'est enlever la complexité pour l'utilisateur ». Et cette phrase m'a marqué.
C'est-à-dire que tout le monde pense qu'Autolib, c'est un nouveau constructeur automobile et qu'on cherche le motoriste. Si vous allez regarder le nom du moteur du fabricant du moteur d'Autolib, c'est même pas marqué dessus. Il y a marqué moteur de point électrique. On se fout de savoir quel est le motoriste derrière. Ce qui compte pour Autolib, c'est le jour, ils ont fait en sorte que quand vous montez dans la voiture, vous êtes sûr de pouvoir garer votre voiture. À l'autre bout du trajet, il y a une place qui vous est réservée. Il n'y a aucune contrainte dans le trajet d'un point A à un point B. Et ce qu'ont fait tous ces nouveaux intermédiaires, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé toutes les contraintes et tous les problèmes, et ils ont donc généré une expérience utilisateur qui est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour tous les intermédiaires historiques? C'est qu'ils se retrouvent écrasés entre ces nouveaux entrants et les producteurs. Et finalement, soit, en effet, leur valeur ajoutée est totalement imperceptible et ils vont être petit à petit amenés à disparaître, soit on se dit, avec ce sujet de la blockchain, comment s'obliger, moi, intermédiaire historique, à rendre visible, palpable, compréhensible, limpide ma valeur ajoutée. Je pense que la blockchain est une occasion extraordinaire pour tous les intermédiaires historiques, pour toutes les grandes organisations en place, de réfléchir à leur valeur ajoutée. J'ai eu beaucoup de discussions avec des acteurs bancaires en France, par exemple des banques qui travaillent beaucoup auprès des toutes petites entreprises, et qui me disent, mais bien sûr, aujourd'hui, le patron de PME, il ne comprend pas ma valeur ajoutée à moi en tant que banquier. Et mon problème, c'est que ma marge, je la fais sur des services sur lesquels ma valeur ajoutée est extrêmement faible. Et là où j'amène de la valeur ajoutée, ce n'est pas forcément là-dessus que je fais des marges. Et donc il y a des vraies réflexions macroéconomiques à avoir à l'ère de la blockchain pour se demander comment je peux rendre perceptible cette valeur ajoutée, parce que si mon modèle, c'est de vivre de rente opaque, incompréhensible, qu'est-ce qui va se passer? En France, ça fait des années qu'on nous parle de l'arrivée probable de la class action, donc la possibilité pour les consommateurs de se fédérer pour porter plainte en commun contre un acteur qui ne serait pas respectueux de leurs droits. Ce que l'on pense, c'est que la blockchain, c'est la génération d'après de la class action, parce que les clients mécontents, ils ne vont pas porter plainte. Ils vont faire comme les acteurs de la musique tout à l'heure, hein. Ils vont se mettre ensemble et ils vont fabriquer le service concurrent. Et là, je n'aurai pas besoin d'un avocat pour essayer de discuter avec mes consommateurs mécontents, j'aurai juste que mes yeux pour pleurer, puisque les gens, ils auront trouvé un moyen pour ne plus avoir à utiliser mon service. Donc voilà, donc je ne suis absolument pas un révolutionnaire, je pense que la blockchain est le moyen, le miroir fantastique pour vous tous, qui est de se dire quelle est ma valeur ajoutée perceptible aujourd'hui, comment, à l'aune de ces nouvelles technologies, je peux rendre cette valeur ajoutée plus facile à comprendre pour mon client, mon utilisateur, et donc réussir à recréer un lien fort avec mes consommateurs. Finalement, la régulation d'aujourd'hui, hein, la régulation d'un Google, la régulation d'un Facebook, ça n'est pas les lois locales, c'est la force du lien qui les lie avec leurs utilisateurs. Il n'y a aucun doute, pour réussir à faire disparaître un des grands acteurs du numérique, eh bien, il faut réussir à déconnecter tous les liens avec des millions d'utilisateurs qui se sont attachés de façon extrêmement forte à leur service. Et ça va être plus compliqué à faire que de changer un texte de loi. Donc, générer l'attachement de ces utilisateurs à travers des modèles économiques limpides, c'est finalement la garantie d'être beaucoup plus fort qu'un texte de loi. Et quand on est ici, et quand, en tout cas de ce que j'ai pu voir, moi, de l'énergie marocaine autour du déploiement de services numériques partout en Afrique, c'est sans doute plus facile de générer l'attachement des consommateurs partout en Afrique que de s'adapter aux lois locales de l'ensemble des pays. Alors, je vous dis, c'est devenu une vraie passion pour moi, ces sujets de la blockchain. Ça génère des discussions passionnantes avec mes clients. C'est pas pour autant qu'il faut dire que ça fait le café et le mar de café et la piscine et tout ça. C'est pas vrai, hein. Il y a plein de limites à la blockchain. Et puis, il y a plein d'interrogations qu'on a encore aujourd'hui. Oui, la blockchain,
consomme beaucoup d'énergie, parce que quand vous avez besoin de vérifier 5000 fois ce petit problème cryptographique dont je vous parlais plutôt qu'une fois, eh bien, ça dépense 5000 fois plus d'énergie. Oui, aujourd'hui, on a des soucis de mise à l'échelle de la blockchain. Oui, aujourd'hui, il y a des discussions. On était entre core developers de la blockchain Ethereum à Paris il y a quelques semaines. Il y avait des discussions, je dois vous dire, extrêmement tendues sur les sujets d'interopérabilité. Les développeurs, ils ne sont pas nombreux. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les méthodes. Et puis, il y a des sujets liés à l'identité numérique. Et puis, il y a plein de sujets. Mais finalement, ces sujets, qui sont souvent portés par des gens qui n'ont pas envie que les choses changent, c'est exactement les mêmes que ceux que l'on me soumettait au début des années 90 par rapport à l'Internet. On m'a expliqué au début des années 90 qu'on ne pourrait jamais faire passer de vidéos sur Internet. Je crois que la réponse au problème technologique de la blockchain est à peu près du même niveau. Bien sûr, il y a plein de choses à faire évoluer. Voilà. Et puis, je vais terminer sur un sujet. La blockchain a été inventée pour des services financiers. Aujourd'hui, je travaille sur des projets autour de la traçabilité, de la mise à disposition de l'énergie. Je crois que le Maroc est directement concerné par ces sujets, particulièrement dans le cas de l'énergie verte, et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille autour de la blockchain. Je travaille beaucoup sur des projets autour de l'agriculture durable, de l'agriculture responsable, en particulier en Afrique, et là aussi, la blockchain est un outil fantastique de traçabilité. Je ne cite que ces deux exemples, il y en aura plein d'autres qui vous seront partagés tout à l'heure. Mais oui, dans le monde de la finance, il y a plein de choses fantastiques à faire. Mais pour moi, le potentiel est partout ailleurs, et il y en a d'autres qui vont le dire mieux que moi. Je vous remercie.